Je m'excuse pour ces problèmes techniques de connexion au dernier moment. Donc effectivement, on enchaîne pour ce nouvel atelier et dernier atelier de la journée pour apporter le troisième volet, le troisième angle de cette journée, cette fois dédié plutôt à l'aspect compétences, puisque comme on a abordé énormément de notions très complexes tout au long de cette journée. L'enjeu de l'évolution des compétences est au cœur de la réflexion. Et donc, avec nous pour en parler aujourd'hui, 4 intervenants. Donc, Antoine Labuche qui nous a d'ores et déjà rejoint pour AD Ultima, qui va nous apporter sa vision en tant que déployeur de solutions pour la transformation numérique, qui donc est un peu au cœur de ce qui se passe chez les industriels, qui nous donnera sa vision de l'industrie du futur et les impacts sur les compétences en guise d'introduction. Juste derrière, Gaël Bourron va intervenir pour l'APEC pour nous présenter là des analyses très détaillées qui ont été faites sur l'évolution des compétences constatées au travers des offres d'emploi et donc qui nous permettront de voir comment se transforment finalement les métiers, voire même comment émergent de nouveaux métiers. Et puis ensuite, on continuera avec Karine Udry, pour le compte de Junia, qui nous présentera comment se fait l'observation des métiers et de ces changements de compétences pour adapter finalement la démarche académique. Et enfin, Claude, qui est effectivement déjà présent avec nous sur scène, conclura cet atelier avec une analyse sur une brique particulière et pas des moindres, qui est la brique technologique de l'intelligence artificielle, pour nous montrer où on en est maintenant en termes de déploiement dans les Hauts-de-France. Voilà, donc Antoine, je vous laisse la parole, à vous de démarrer. Très bien, merci Virginie. Voilà, donc je vais commencer par effectivement dire quelques mots sur la vision de l'industrie 4.0 et des impacts sur les conséquences. Donc, comme l'a dit Virginie, nous sommes en fait un groupe d'origine belge. On existe depuis un peu plus de 20 ans. On emploie 350 personnes. Et on est partenaire de 2 grands éditeurs mondiaux que sont Microsoft et PTC. Donc Microsoft, qui est un éditeur de solutions, là je parle pas des solutions type Office qu'on utilise tous les jours d'un point de vue bureautique, mais je parle des solutions de métier de type ERP, CRM, Business Intelligence ou des solutions de type application mobile qu'on va pouvoir connecter à tout ce que je viens de dire, ERP, CRM, etc. Et du côté de PTC, qui est l'autre éditeur avec lequel on travaille, là on va parler de solutions de type CAO, donc dessin technique en bureau d'études, en milieu industriel, ou solutions de PLM, donc Product Lifecycle Management. Et là, on va parler d'une solution qui s'appelle Windshield, qui permet de faire la gestion du cycle de vie de produits conçus, fabriqués et maintenus par des entreprises aussi industrielles. PTC édite aussi des solutions, on le verra tout à l'heure dans une petite vidéo, de type réalité augmentée dans des contextes industriels. Et enfin, on a une autre brique, toujours chez PTC, donc qui s'appelle ThingWorx, qui permet de faire de l'IoT, donc de l'Internet des objets, aussi dans des contextes industriels. Et donc, nous sommes partenaires de Microsoft et de PTC pour en fait implémenter ces solutions-là chez nos clients. Et donc, nos clients, comme vous le voyez tout en bas à droite du slide, des clients principalement dans l'industrie. Donc, c'est pour ça qu'on voit un bloc manufacturing. C'est vraiment là que se concentre l'historique de nos compétences et de nos références aujourd'hui, et depuis quelques années aussi présent dans le BTP. Alors, Dultima est présent sur 3 pays, donc la France, la Belgique et les Pays-Bas. Alors, je vous propose d'en venir directement au vif du sujet. Donc, quelles sont les différentes étapes de l'industrie 4.0? Déjà, pourquoi on dit industrie 4.0? C'est parce que c'est la 4e révolution industrielle. Il y en a eu 3 précédemment, donc une par siècle environ. Donc, il y en a eu une première au XVIIIe siècle, qui est la première révolution industrielle et qui était justement permise par la mécanisation de l'outil de production, par l'apport de la vapeur, justement, dans l'utilisation des flux de production. La deuxième, un siècle plus tard, on est en 1850, 60. Et là, c'est la 2e révolution industrielle. On va parler de production de masse, permise justement par l'arrivée de la puissance électrique. Encore un siècle plus tard, on est je dirais, dans les années 1960, 50, 60. Et là, on parle de la 3e révolution industrielle.
et de la production automatisée avec la robotisation, la computérisation déjà aussi dans les milieux industriels pour arriver aujourd'hui à la 4e révolution industrielle, d'où le nom Industrie 4.0, où là, on va parler de l'usine intelligente, autonome, on va parler de transformation digitale, on va parler de solutions ou d'outils type intelligence artificielle, impression 3D, Internet des objets, machine learning, réalité augmentée, et j'en passe. Je voudrais faire un focus sur la transformation digitale parce que qui dit Industrie 4.0 dit transformation digitale et la transformation digitale induit plusieurs choses. Elle induit d'une part une transformation, ce que j'appelle moi, vous le voyez sur le slide, business transformation, ça implique deux choses. Ça implique la transformation de vos processus en tant qu'entreprise, mais ça implique aussi une transformation des compétences, des ressources que vous employez. Donc là, on raccroche un petit peu au sujet de cette table ronde. Mais en plus de cette transformation business qui regroupe donc processus et ressources, on a également un apport technologique qui est induit par cette industrie 4.0, par cette transformation digitale. C'est là-dessus qu'on va revenir sur les deux slides suivants. Donc la transformation digitale avec ce premier point business transformation, c'est à ça d'ailleurs que s'attelle Adultima lorsqu'il se rapproche d'un prospect ou d'un client qui a un projet. C'est d'abord d'être certain de tout à fait bien comprendre quelle est la stratégie du client, quelle est sa proposition de valeur sur son marché, quels sont ses business challenges, qu'est-ce que, par exemple, le CEO ou le CEO a dans la tête pour le développement de son entreprise dans les 3, 5, 10 prochaines années. Et une fois qu'on est bien certain d'avoir compris ça, qu'on est certain d'avoir une vraie valeur ajoutée à lui apporter, par rapport à notre expertise métier, par rapport aux solutions qu'on est capable de déployer, eh bien, on va déployer du conseil pour l'aider à faire sa transformation, justement. Donc, c'est d'abord, avant tout, du consulting métier. Et après, ça va se transformer, comme on le voit sur le milieu du slide, sur une articulation de solutions que l'on va proposer à mettre en place, justement, pour l'aider à faire sa transformation digitale. Et on parle de solutions, comme on le voit, de type ERP, PLM, CRM, business intelligence, potentiellement réalité augmentée, IoT, etc. L'autre pan dont je parlais précédemment, donc transformation digitale égale business transformation plus technologie, eh bien voilà, quand on parle de smart industry ou d'usine intelligence, qui est donc synonyme de création de valeur, on va parler de solutions type Internet des objets, type intelligence artificielle, type machine learning, donc cet effet d'apprentissage de la machine pour induire des actions. On va parler de cloud, on va parler d'IoT, on va parler de robotique, de réalité augmentée. Donc ça, ce sont tous les sujets technologiques qui vont être mis en avant lorsqu'on parlera de transformation digitale en milieu industriel. Donc voilà, je répète, transformation digitale égale transformation business, donc transformation des processus et des compétences des personnes qui composent l'entreprise, mais aussi un apport technologique. Ce qu'il est important de noter lorsqu'on parle de ces différentes technologies, on l'a vu, que ce soit de la réalité augmentée, que ce soit de l'intelligence artificielle ou du machine learning, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cœur de tout cela se retrouve vraiment la donnée. C'est elle qui est vraiment au centre de toutes ces préoccupations parce que toutes ces technologies vont permettre à la fois de collecter de la donnée, mais aussi d'exploiter ces données qui sont acquises en masse. Donc, c'est vraiment cette capacité à rendre intelligibles des volumes très importants de données, mais aussi cette capacité à favoriser le partage d'informations entre toutes les parties prenantes de l'entreprise, donc tous les départements interconnectés les uns aux autres. Juste une petite statistique pour dire à quel point la donnée, la collecte de données en masse est aujourd'hui importante. En 2019, source Microsoft, en 2019, on a collecté autant de données, rien que sur cette année-là, que sur toute l'histoire avant 2019. Ça donne un petit peu l'idée de l'importance de la donnée qui est vraiment centrale dans la gestion, et notamment dans la gestion de l'entreprise et notamment dans l'industrie du futur ou l'industrie 4.0. Il est important malgré tout de souligner que aujourd'hui, il y a effectivement un chemin pour une entreprise qui souhaite se digitaliser ou faire sa route vers l'industrie 4.0 ou vers la transformation digitale complète. On voit ici différentes étapes, de 1 à 6. Ce qu'il est d'abord important de noter, c'est que d'une entreprise à l'autre, on peut vraiment avoir une maturité
par rapport à la transformation, pardon, à la transformation digitale qui peut être diamétralement opposée d'une entreprise à l'autre, même pourtant, même en comparant deux entreprises qui seraient dans exactement le même secteur, avec exactement la même taille. C'est vraiment plutôt lié à la culture dans l'entreprise. Et donc, voilà, ça, c'est la maturité est vraiment à situer au cas par cas. Et si on rentre un petit peu dans le détail, on voit qu'on a effectivement donc 6 étapes. Les deux premières étapes qui ne sont pas à proprement parler des étapes dites de transformation digitale sur le chemin, en tout cas de l'industrie 4.0, mais qui sont des étapes historiques de digitalisation. Donc, on a notamment la première étape qui est l'étape d'informatisation, qui est le fait d'informatiser ou de digitaliser des flux qui étaient auparavant réalisés manuellement. Et donc, ça va être le fait d'informatiser sa comptabilité et d'informatiser ses flux de production, de gestion de la chaîne logistique, de gestion de la qualité, de gestion du SAV, etc., que font des solutions plutôt historiques comme des solutions ERP, des solutions CRM et autres. Sur le deuxième pas, on va parler de connectivité. Là, c'est le fait d'avoir des sociétés des départements qui sont connectés entre des sites d'entreprises qui sont connectés entre des entités légales d'entreprises qui sont connectées entre elles. Mais potentiellement aussi le fait d'avoir de la mobilité aussi dans l'entreprise, des personnes qui soient plus déconnectées. Imaginez dans un milieu industriel des techniciens mobiles qui doivent aller faire des interventions sur les sites clients pour réparer des machines, voilà, qui sont reliés à l'entreprise, au système d'information par des tablettes ou des smartphones. Donc voilà la connectivité. Après, à partir du point 3, on arrive vraiment sur ce chemin de l'industrie 4.0. Et là, on va illustrer ça en disant à chaque étape ce que ce processus-là permet de répondre en termes de questions. Donc, le point 3, l'étape 3, c'est la visibilité. C'est vraiment, est-ce que le système d'information mis en place, est-ce que les solutions mises en place, est-ce que les processus d'entreprise mis en place et est-ce que les compétences de mes ressources présentes dans l'entreprise me permettent d'avoir la visibilité sur un événement qui survient dans l'entreprise. Donc, de pouvoir dire qu'est-ce qu'il se passe. Donc, de constater qu'un événement se passe. La quatrième étape, c'est qu'on appelle nous la transparence, c'est pouvoir déduire pourquoi cela se produit. Donc, encore une fois, c'est est-ce que les solutions mises en place, les technologies, les processus d'entreprise, mais aussi les compétences de mes ressources en interne me permettent de déduire et de comprendre pourquoi un événement se passe. Un événement quel qu'il soit, hein, que ce soit dans les flux, dans les processus comptables, dans les processus de production, une casse machine, etc., un événement, un retour client, enfin, n'importe, quel que soit l'événement qui se passe dans l'entreprise. La cinquième étape, c'est la prévisibilité. Donc là, on commence à déjà être dans cette notion du prédictif et de pouvoir dire qu'est-ce qui va se passer. C'est de pouvoir être anticipé. Donc encore une fois, c'est est-ce que mes process mis en place, est-ce que les compétences de mes ressources et les solutions permettent de dire ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer à l'avenir. Et la dernière étape, là, on est déjà dans du machine learning avancé avec de l'intelligence artificielle. C'est est-ce que mon système d'information permet de déduire une réaction automatique ou une prise en charge automatique du système par rapport à un événement qui a eu lieu ou qui est censé avoir lieu dans le futur. On peut imaginer tout à fait d'avoir, je sais pas moi, une entreprise qui fabrique des biens d'équipement industriel, qui a des machines installées chez des clients avec des capteurs IoT et que les capteurs IoT permettent de déduire qu'un événement, qu'une casse pourrait survenir avec derrière de l'intelligence artificielle qui pourrait prendre des actions préactives ou en tout cas des actions de maintenance, je dirais prédictives pour éviter que cette casse n'arrive. Un exemple industriel tout bête. Voilà, donc je ne parviens pas à changer de slide. Voilà. Donc, quel impact du coup sur les compétences pour accrocher encore une fois sur le sujet du jour? C'est qu'effectivement, cette industrialisation 4.0 va induire de nouveaux besoins qui eux-mêmes vont induire des nouvelles solutions, des nouveaux outils, des nouvelles technologies comme on l'a vu, mais également des nouveaux processus, mais également des nouveaux métiers, donc des nouvelles compétences. Et en fait, c'est une boucle qui est continue avec des besoins, des outils, des processus à mettre en place, des nouvelles compétences à développer qui régénèrent de nouveaux besoins, etc., etc. Et donc, tout cela nous fait dire qu'on aura de plus en plus
de besoin de nouvelles formations, mais également un besoin d'accompagnement du changement qui sera important. Alors, en termes de nouvelles formations, on va surtout parler aussi de nouvelles fonctions dont on parle aujourd'hui avec cette notion d'industrie 4.0. C'est des fonctions de type Chief Digital Officer, Chief Data Officer, technicien de maintenance prédictive, opérateur de maintenance à commande numérique. Mais comme le dira tout à l'heure Monsieur Bourron, on va parler aussi d'ingénieur PLM ou d'ingénieur IoT. Voilà, toute une série de fonctions qui naissent aujourd'hui et qui seront amenées à être de plus en plus sollicitées demain. Et donc, tout ça nous amène à l'agilité. C'est que, en fait, les entreprises aujourd'hui ont besoin de cette agilité. On parle aussi beaucoup du thème de l'agilité 4.0, qui est inhérent donc à cette notion d'industrie 4.0, où en fait, plus on est agile, plus on va avoir des facilités à se transformer, à passer les différentes étapes de la transformation digitale vers justement la smart factory. Alors, ceci nous amène à la vidéo. Donc, voilà, c'est une vidéo en anglais qui dure à peu près 2 à 3 minutes. Je vais vous en donner les clés de lecture. Donc, c'est une vidéo de notre éditeur PTC dont j'ai parlé tout à l'heure, qui met en avant notamment l'une de ces solutions de réalité augmentée qui, vous le verrez, s'appelle Vuforia Shulk. Et en fait, ils partent du constat que les acteurs industriels en fait s'attendent à faire face à des milliers ou des millions d'emplois non parvenus dans la prochaine décennie. Et donc, on va parler là de la capacité à tirer parti des ressources en fait existantes de l'entreprise ou des nouvelles ressources à développer pour augmenter la productivité de l'entreprise de par ces nouvelles technologies et donc de ces nouvelles ressources. Et donc, en fait, il est vraiment primordial de faire évoluer la façon dont les travailleurs vont accéder aux informations critiques dans l'entreprise. Et là, vous verrez un exemple de personnes qui travaillent vraiment dans le flux de production même. Et donc, c'est de réduire un maximum les gaspillages, mais c'est aussi de miser sur les compétences, la formation et de rendre les sociétés industrielles donc plus performantes et pouvant faire face aux différents enjeux de la transformation digitale. Alors, cette solution qui est mise en avant là, c'est une solution, donc je l'ai dit, de réalité augmentée, qui permet de superposer des informations digitales sur la réalité des personnes qui sont dans un flux de production. Et donc, l'enjeu là est de créer de façon simple et rapide des instructions ou en tout cas des informations qui vous permettent de suivre des instructions pas à pas pour les collaborateurs, mais aussi d'avoir une vraie base de connaissances et donc de réellement digitaliser, d'enregistrer et d'archiver cette base de connaissances de processus métiers à mettre en place. Donc voilà, je vous propose de lancer la vidéo pour qu'on puisse voir ça. Voilà. Industrial manufacturers are expected to face millions of unfilled jobs in the next decade. Their ability to leverage existing resources and improve productivity has never been more important. Now is the time to evolve how workers access and learn critical information, to reduce scrap, rework, and training cost, and save manufacturers tens of millions of dollars a year. That's why we've created Vuforia Expert Capture. It's the fastest, easiest way to create powerful step-by-step instructions that help frontline workers get their jobs done quickly and accurately. Knowledge is easily recorded without the need for existing assets or causing disruption to high-value workers, and used to create step-by-step instructions highlighting safety precautions and relevant locations. Content is easily fine-tuned, published, and managed through a secure SaaS-based environment and automatically optimized for viewing on Microsoft HoloLens, RealWear HMT1, and mobile devices. Augmented instructions are easily accessed by new or reassigned workers, increasing efficiency, accuracy, and safety. New skills are learned on the job, cutting training time and costs. Safety warnings are presented at the moment they're relevant, reducing the risk of injury. Workers follow location markers to successfully complete the required steps. Each step of the procedure can be documented and analyzed to improve efficiency and compliance. Vuforia Expert Capture from PTC. Transforming the way manufacturers reduce waste and enable a safer, more productive workforce.
Alors, Voilà. merci Gaël. Je vous propose qu'on conclue, ou peut-être que je ne sais pas si vous voulez revenir sur d'autres éléments, ou est-ce qu'on laisse peut-être Non, la parole aux spectateurs absolument. si des questions se présentent. On J'allais voit pas. proposer. Voilà, s'il y a Je des vois pas pour questions, l'instant. Après, on peut se laisser l'opportunité de revenir sur des questions aussi au courant de à la la fin. présentation ou sur la fin, si vous le souhaitez. Très Comme bien. ça, on peut poursuivre. Comme on a pris un petit peu de retard, si ça vous convient, on fait comme ça, Monsieur Labouche. En tout cas, merci beaucoup. C'est passionnant. Vous Très bien. écouterez des heures. On va laisser C'est gentil. maintenant Monsieur Bourron Merci. intervenir pour nous présenter une vision du coup plus large sur l'avancement ou en tout cas l'évolution des compétences telles qu'on a pu les étudier au sein de l'APEC. Je vous laisse nous en dire davantage, Monsieur Bourron. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, j'ai également une petite présentation qui va me servir de support. Donc, l'APEC, vous connaissez sans doute, Association pour l'emploi des cadres, une association qui accompagne les entreprises au quotidien dans leur processus RH, de recrutement, mais pas seulement. L'APEC aussi accompagne bien sûr les cadres tout au long de leur parcours professionnel, qu'ils soient en emploi ou en recherche d'emploi. On accompagne aussi, et c'est une de nos missions importantes en ce moment, les jeunes diplômés avec des actions spécifiques dans cette période un peu difficile pour cette population, pour les accompagner dans la recherche d'un premier emploi. Et puis à l'APEC, on a aussi, c'est moins connu peut-être, un observatoire de l'emploi cadre. Et au sein de cet observatoire, on mène des travaux autour de toutes ces thématiques qui touchent de près ou de loin au recrutement, aux trajectoires professionnelles ou encore à l'évolution des métiers et des compétences. Et là, finalement, sur ce sujet sur lequel on travaille depuis quelques années maintenant avec différents partenaires, on est un peu autour de ces trois enjeux, hein, à la fois des enjeux autour du recrutement dans ce domaine de l'industrie du futur. Alors, nous, on a travaillé sur à la fois l'industrie et le bâtiment du futur. Donc, on a à la fois des enjeux de recrutement, des enjeux de trajectoire professionnelle pour les cadres qui sont dans ces secteurs-là ou les cadres qui souhaiteraient se former à ces nouveaux domaines. Et puis, des enjeux très, très forts d'évolution de métiers et de compétences. Alors, tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, en fait, est issu… Monsieur Bourron, Oui. Je me permets, excusez-moi de vous couper. Est-ce que vous avez la possibilité de monter un tout petit peu votre micro? Je vois quelques commentaires, les gens ont du mal à vous entendre. Je vais essayer. Peut-être que je le rapproche comme ça. Est-ce que si je le mets comme ça, c'est mieux? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vais tenir le micro, on va y arriver. Il n'y a pas de problème. Donc tout ce que je vais vous raconter est issu en fait d'un travail qui est mené au sein d'un consortium qui s'appelle Defi & Co. Et puis je vous présenterai donc toutes les tendances à la fois technologiques et d'évolution de métier au sein de tout le travail qu'on a mené dans le projet Defi & Co. On parlera d'émergence de nouveaux métiers, mais aussi transformation des compétences. Donc Defi & Co, qu'est-ce que c'est? C'est un consortium de 34 partenaires, un consortium qui est piloté par le groupe CESI, école d'ingénieurs notamment. Defi & Co, c'est développer l'expertise future dans l'industrie et la construction. C'est soutenu par les investissements d'avenir. Et dans ce consortium de 34 partenaires, on va trouver des instituts de formation, on va trouver des observatoires comme notre observatoire APEC, mais aussi l'Institut de la réindustrialisation. Et puis, on va trouver des partenaires industriels comme Airbus, Colas ou Cisco. Notre contribution au projet Defi & Co, c'est bien une approche marché pour aider à décrypter les besoins en compétences des entreprises pour l'usine du futur et le bâtiment du futur. Et pour faire ça, comme toujours dans notre logique d'observatoire, on ne s'appuie pas sur des études existantes, mais plutôt sur du contenu réalisé en propre par nos équipes. Donc, on a travaillé beaucoup sur l'exploitation des offres d'emploi, qui est une matière assez riche, notamment pour voir apparaître des évolutions. On a fait énormément d'entretiens depuis le début du projet, parce que le projet, en fait, c'est un projet sur 5 ans. Il a démarré il y a 4 ans. La dernière année sera 2021. Donc, depuis 4 ans, on a mené plus de 150 entretiens avec des RH ou des experts dans les domaines étudiés. Et puis, on a également fait des sondages auprès de cadres de l'industrie et de la construction. Le résultat de tout ce travail, c'est des publications annuelles
Donc je ne sais pas, on ne voit pas forcément très très bien peut-être sur la slide, mais vous pouvez retrouver toutes ces publications, elles sont mises à disposition de tous sur notre site institutionnel qui s'appelle corporate.apec.fr. Donc vous retrouvez toutes les études de l'APEC. Ce n'est pas le site sur lequel vous avez les offres d'emploi, c'est un site spécifique où vous trouvez des informations plus institutionnelles et toutes nos études. Vous pouvez les retrouver donc sur ce site. Donc on a fait d'abord des panoramas de tendance donc sur les grands domaines technologiques qui sont finalement peu ou prou ceux qu'a déroulé Antoine dans sa présentation précédente. On détaille domaine par domaine les enjeux que représentent ces différentes technologies en termes de compétences et de métiers. Donc on a travaillé sur le BIM dans le bâtiment, on a travaillé sur le PLM, on a travaillé sur la fabrication additive, on a travaillé sur la réalité augmentée, on a travaillé sur l'intelligence artificielle, on a travaillé sur le bâtiment intelligent, etc. etc. Toutes ces différentes tendances technologiques qui viennent aujourd'hui transformer en profondeur les secteurs de l'industrie et du bâtiment. L'année dernière, on a fait un référentiel métier. Donc là, on est plutôt sur ce que également expliquait Antoine tout à l'heure sur des métiers qui sont émergents, en mutation, en tout cas qui n'existaient pas il y a 20 ans et qui aujourd'hui peuvent prendre de l'importance dans l'industrie et dans la construction, avec l'émergence effectivement un peu transversale de tous les métiers de la data qui deviennent aujourd'hui incontournables dans tous ces domaines. Donc là, on va retrouver l'ingénieur PLM, l'ingénieur Internet des objets, l'ingénieur réalité augmentée, réalité virtuelle, l'ingénieur en fabrication additive, simulation numérique, qui est un métier assez ancien, mais qui prend évidemment une autre tournure dans le monde du big data actuel, l'ingénieur en cobotique, là qui est vraiment un métier pour le coup qui est clairement émergent, le BIM manager qui est un métier qui maintenant commence à prendre vraiment de l'importance dans la construction, et puis tous les métiers de la data autour de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, et on va retrouver également le Chief Digital Officer dont parlait Antoine tout à l'heure. Donc là, vous aurez dans cette publication, vous retrouvez tous ces métiers avec un descriptif assez détaillé du métier et une évolution des offres d'emploi. Donc c'était un peu long comme présentation, mais c'est important pour vous, comme présentation, comme introduction, pour vous dire d'où je parle et à partir de quoi on a pu faire les constats qui vont arriver maintenant. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que toutes ces tendances que je viens d'évoquer, que Antoine vient d'évoquer, c'est clairement des tendances émergentes, même si on voit qu'elles sont en progression. Alors c'est un peu l'élément qu'il faut souligner, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on regarde l'évolution des différents métiers, notamment les métiers là que je viens d'évoquer, on voit clairement qu'entre 2017 et 2019, si on regarde le nombre d'offres qui ont été publiées sur apec.fr, on voit bien une progression très sensible du volume d'offres, mais pour un volume qui reste quand même limité par rapport au volume d'offres qu'on peut retrouver sur l'ensemble des métiers cadres. Je ne l'ai pas précisé évidemment, mais par rapport à différents métiers, nous on s'intéresse évidemment qu'aux métiers cadres et ingénieurs. On n'a pas ici les métiers de technicien ou d'opérateur. Donc des progressions parfois impressionnantes en termes de pourcentage, mais en volume, on reste sur quelque chose de très très limité. Si je vous mettez le nombre d'offres qu'on publie chaque année pour les métiers de contrôleur de gestion ou de développeur informatique ou d'expert comptable, on est sur des niveaux d'offres qui n'ont strictement rien à voir. Donc une petite nuance, effectivement, on a des nouveaux métiers, mais qui sont en progression, certaines, mais on reste sur une niche. Par contre, ce qu'on a vu apparaître très clairement, c'est que dans les offres d'emploi, pour l'ensemble des métiers de l'industrie, on voit apparaître l'arrivée de nouvelles compétences. C'est-à-dire que sur des métiers qui existaient depuis très longtemps, des métiers d'ingénieur R&D, d'ingénieur matériaux, on voit apparaître des petites briques de compétences et on va attendre aujourd'hui des cadres qui vont avoir une vision un peu plus large de leur métier. Ce qu'on mettait auparavant dans la fiche de poste pour un cadre de production industrielle évolue aussi en lien avec
toutes ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, un cadre de production industrielle, on va lui demander, comme avant, de maîtriser l'usinage ou la dépose composite, mais aussi on va lui demander de pouvoir parfois avoir une appétence pour la programmation informatique ou pour avoir être très à l'aise avec des outils parfois complexes de simulation numérique. Donc, on a une gamme de compétences qui s'élargit complètement et c'est sans doute plus important en termes de phénomène que ces nouveaux métiers dont on parle souvent énormément dans le débat public autour de l'émergence de nouveaux métiers. Le phénomène de transformation des métiers existants est sans doute plus important. On y reviendra tout à l'heure. L'autre élément très clé, et la présentation précédente le montre très bien, c'est qu'on a une frontière de plus en plus ténue entre les secteurs de l'industrie, de la construction et le secteur des services, et notamment des services informatiques, aussi des cabinets spécialisés en ingénierie qui viennent prendre une place importante au sein de cette nouvelle donne liée à l'industrie du futur. Quand on regarde les offres dans quelques domaines, hein, si je prends par exemple les offres en réalité virtuelle augmentée, des offres qui concernent des domaines industriels, hein, on a bien finalement que très peu d'offres de spécialistes d'entreprises qui sont cœur de métier, industrie et construction. On a beaucoup d'offres qui sont publiées par des spécialistes de l'informatique, par des cabinets informatiques spécialisés, des grands opérateurs de l'informatique ou d'ingénierie R&D. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on parle place de l'industrie dans le tissu productif de notre pays, on a tendance à oublier complètement ça. C'est-à-dire qu'on pense l'industrie à partir des codes sectoriels qui sont ceux historiques, hein, et dont on a besoin, qui sont publiés par l'INSEE, notamment nos fameux codes NAF. Et c'est à partir de là qu'on comptabilise les emplois industriels. Et donc tous les emplois qui sont chez des grands opérateurs de services du numérique, les entreprises de services du numérique, ou ou toutes les grands cabinets d'ingénierie qui vont intervenir spécifiquement pour des opérateurs industriels. Ces emplois-là sont comptés dans le domaine des services alors qu'ils travaillent au quotidien pour le secteur industriel ou le secteur du bâtiment. C'est un petit peu moins le cas, mais ça reste aussi très, très vrai. C'est vrai que globalement, cette arrivée de ces nouvelles technologies numériques en force dans l'industrie de la construction, elle a tendance à effacer de plus en plus la frontière qui peut exister, en tout cas dans la statistique, entre le secteur industriel, le secteur et le secteur des services. Un autre élément très fort qu'on a repéré ces dernières années, alors on verra si le changement de cycle économique en cours viendra atténuer ce phénomène. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Quand on interroge l'entreprise sur ce sujet, on voit bien des difficultés, beaucoup d'entreprises qui nous font part de difficultés de recrutement pour recruter des profils dans ce domaine, et là on y reviendra aussi, en lien avec la transformation des compétences, difficulté de trouver des profils en termes techniques, mais aussi parce que ce que les entreprises recherchent, ce n'est pas que des profils, qu'une dimension technique. C'est ce qui rend ces recrutements particulièrement tendus. C'est qu'en plus de recruter un ingénieur en intelligence artificielle, par exemple, la personne, on va lui demander de maîtriser toutes ces technologies liées à l'IA, mais aussi d'avoir d'autres compétences en termes relationnels, en termes de capacité à prendre en main un problème, à développer l'activité commerciale, à travailler en équipe, à trouver des applications pratiques à des développements à des problèmes de R&D. Et donc, cette multidimension rend ces recrutements particulièrement complexes à mener pour les entreprises, en plus de difficultés à trouver des personnes qui sont formées à des technologies qui sont bien entendu assez récentes. Alors la question qu'on se pose
question un peu récurrente qu'on pose quand on parle de révolution. On a parlé de 4e révolution industrielle tout à l'heure. C'est quels vont être les effets de ces technologies sur les métiers? Vont-ils détruire est-ce qu'on va aller vers une destruction de métiers? Est-ce qu'on va de nouveaux métiers vont apparaître? Est-ce qu'on va avoir une convergence entre certains métiers? La certitude, on l'a dit tout à l'heure, c'est que on est plus dans un processus de création, disparition de tâches que un grand mouvement de disparition, création de nouveaux métiers. On est vraiment dans de la redéfinition de tâches, avec surtout une transformation qui est certes technologique, à la fois au niveau de la conception, du pilotage d'équipements industriels, la fabrication en elle-même, puisque quand on est sur la fabrication, quand on est sur des logiques telles que la fabrication additive, on est sur une transformation profonde de la façon dont on fabrique les objets. Aujourd'hui, typiquement, c'est une nouvelle façon de penser pour des ingénieurs conception. Un ingénieur conception-fabrication, typiquement, il a été formé, en tout cas ceux qui ont été formés il y a quelques années, ils ont été formés pour penser à partir de suppression de la matière. La logique de ces ingénieurs, c'est on prend de la matière, on la transforme, on la découpe pour en faire quelque chose. Alors que dans une logique de fabrication additive, impression 3D, on rajoute de la matière, on crée de la matière. Donc on est dans des logiques, des schémas mentaux qui sont transformés. Pour autant, on est bien sur un ingénieur conception et fabrication. Juste, on lui a donné une nouvelle palette d'outils à sa disposition et on a complexifié sa mission. Et après, on aura bien sûr besoin de spécialistes en impression 3D, mais ça restera une minorité, sauf à dire que dans 30 ans, tout sera fabriqué à partir d'impression 3D. Et dans ce cas-là, finalement, ce sera le même métier, mais tout le monde sera ingénieur impression 3D. Les deux métiers auront fusionné. Donc, on a bien des effets technologiques en conception, en pilotage, en fabrication, en maintenance. On l'a vu tout à l'heure, il y avait des exemples qui ont été donnés en maintenance. Ça va même un peu plus loin, puisque maintenant, en maintenance, c'est vrai que l'un des grands enjeux, c'est la maintenance prédictive. Donc, c'est pas simplement des ingénieurs maintenance qui vont sur un site et qui sont connectés, comme l'évoquait Antoine tout à l'heure, mais c'est carrément des ingénieurs maintenance qu'on envoie parce que la machine a décrypté qu'il y avait besoin de l'envoyer. Donc, c'est un changement de logique. On n'est plus sur une maintenance programmée, on n'est plus sur pour quelque chose il y a des enjeux par exemple très très forts sur les plateformes pétrolières où faire venir un ingénieur de maintenance, ça coûte extrêmement cher. Donc, passer d'une maintenance programmée en disant, comme on ne sait pas trop, on estime que grosso modo la durée de vie de tel équipement, c'est 2-3 mois. Donc, on envoie un ingénieur de maintenance tous les 2 mois, quoi qu'il arrive, pour regarder si l'équipement fonctionne bien. On va passer avec la logique de connectivité, d'alertes qui sont fournis pour dire là, il y aura besoin d'une maintenance bientôt, donc on envoie l'ingénieur maintenance et il aura quelque chose à faire parce que effectivement, on a repéré via l'ensemble des données qui sont remontées qu'une maintenance sera nécessaire. Donc il y a une transformation technologique certaine, mais il y a une transformation aussi très importante en termes organisationnels. Et c'est sans doute la transformation la plus importante qui va jouer sur les compétences et les métiers. Parce qu'en fait, toutes ces technologies, elles ne fonctionnent pas toutes seules. Elles ont besoin de l'intervention des cadres, des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs. Et surtout, il y a besoin d'avoir beaucoup plus de dialogue au sein des différentes entités de l'entreprise. Ça ne peut fonctionner que si on a mis en place des processus organisationnels qui favorisent la fin des silos. Ouais, la fin des silos, je ne savais plus comment le dire, le désilotage, voilà. Le désilotage pour faire en sorte que les différents services puissent davantage avoir davantage de fluidité dans la communication entre les services. Et puis, tous les enjeux d'automatisation, d'intensification font aussi que les tâches en elles-mêmes deviennent plus complexes et ça a des implications organisationnelles en termes de qualité de vie au travail, de façon de travailler au sein de l'entreprise. Donc, ça repose, à notre sens, en tout cas dans les travaux qu'on a pu faire, ça repose cette industrie 4.0 réellement sur ces deux piliers. Et je crois que dans les exemples qu'on a
qu'on a pu voir qu'une transformation qui reposerait uniquement sur un pilier technologique est voué à l'échec. C'est-à-dire que quelqu'un qui considérerait que dans son entreprise, on va acheter un nouveau logiciel ou une nouvelle machine ou qui solliciterait un prestataire extérieur pour faire dialoguer toutes les données qui sont recueillies dans une logique big data ou intelligence artificielle, c'est voué à l'échec si on ne met pas en place à côté une transformation organisationnelle de l'entreprise, des process et de la façon de travailler ensemble au sein de l'entreprise. Inversement, si on mettait en place qu'une transformation organisationnelle mais qu'on ne s'appuierait pas sur l'aspect technologique, on aurait du mal à tirer tout le potentiel offert par l'industrie 4.0. Et donc, face à cette interrogation fondamentale, face à toute innovation majeure, on est clairement avec un impact qui est plus sur la nature que sur le volume d'emploi. Donc là, alors, c'est représenté un peu très symboliquement, mais là, c'est le résultat d'un sondage qu'on a fait auprès de cadres de l'industrie. Et on voit que même les cadres eux-mêmes sont tout à fait d'accord avec ça, puisque même si on a 10% des cadres qui donc font part d'une incertitude sur l'avenir, on a 20% des cadres qui déclarent une crainte du remplacement de l'homme par la machine. C'est une crainte qui est présente, mais c'est plus une crainte qu'une réalité. Et la moitié des cadres pensent surtout que la transformation numérique va être avant tout une modification de l'activité, avec beaucoup d'espoir pour le. Alors, quand on interroge les cadres, c'est une particularité de cette population peut-être par rapport à d'autres catégories. Quand on les interroge sur la transformation numérique, ils voient ça plutôt comme une opportunité que comme une menace. Ils ne pensent pas que leur métier va disparaître ou que ils vont être remplacés par des machines. Ils pensent plutôt majoritairement, même si c'est une crainte qui existe, mais c'est minoritaire, ils pensent plutôt majoritairement que ça va être une manière de transformer leur activité et que c'est une opportunité à la fois pour eux et pour leur entreprise. Dernier point, c'est qu'on va aller là un tout petit peu plus dans le détail des compétences qui sont attendues pour les cadres aujourd'hui. Et c'est vrai que on a vu aussi beaucoup autour des études qu'on a pu mener sur ce sujet, une transformation un peu, en tout cas beaucoup de discours, mais aussi une réalité quand même autour des compétences qui sont attendues aujourd'hui par les cadres, et notamment quand on interroge les cadres eux-mêmes, mais c'est la même chose quand on interroge des recruteurs. On leur demande quelles sont les compétences on leur a demandé dans une étude sondage fait auprès de plus de 1000 cadres de l'industrie, on est sur quelque chose quand même d'assez robuste, pour leur demander quelles sont les compétences qu'ils jugeaient les plus importantes pour des cadres dans l'industrie, et puis les qualités qu'ils jugeaient aussi les plus importantes. Et c'est vrai que on voit que, alors bien sûr que la maîtrise des savoir-faire métiers arrive en tête des compétences jugées les plus importantes par les cadres, mais au même niveau que la gestion de projet. Donc, on voit que les cadres eux-mêmes ont bien conscience que ce qu'on leur demande aujourd'hui, ce n'est pas uniquement d'avoir un savoir-faire technique très fort et très pointu sur un domaine, c'est une exigence, mais à côté de d'autres exigences, comme la gestion de projet, comme la capacité à transmettre des compétences. C'est des choses qui sont importantes, et qu'on leur demande quelles sont les qualités qui sont demandées, là on va retrouver beaucoup de qualités qu'on appelle aujourd'hui soft skills et qui sont de plus en plus demandées par les recruteurs et que les cadres eux-mêmes jugent indispensables. Adaptabilité, écoute, curiosité, ce sont des qualités qui reviennent systématiquement quand on interroge les cadres sur ce sujet, au point même que aujourd'hui, quand on interroge des cadres dans l'industrie, mais c'est le cas dans tous les secteurs. Si on leur demande, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour les cadres en entreprise aujourd'hui, est-ce que c'est développer une expertise métier ou faire preuve d'une grande polyvalence? Les résultats sont massifs, puisque eux-mêmes, les cadres, jugent que ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est avant tout de faire preuve d'une grande polyvalence. Alors, c'est toujours un peu compliqué ce type de résultat, parce que on sait bien que un cadre qui n'aurait pas une expertise métier,
aurait du mal à quand même avoir une carrière dans une entreprise aujourd'hui, que ce soit dans l'industrie ou dans d'autres domaines. Quand on va chercher à recruter un ingénieur R&D, évidemment qu'on va recruter quelqu'un qui a une expertise métier, et c'est le cas pour tous les métiers cadres qui reposent avant tout sur, dans beaucoup de cas, un niveau de diplôme et de qualification importante, et pour tous les cas, en tout cas, une maîtrise de savoir-faire technique assez importante. Mais pour autant, la polyvalence est aujourd'hui une compétence qui ressort très fortement comme une exigence pour être cadre aujourd'hui, parce que il y a cette nécessité d'avoir davantage de dialogue entre les différents services de l'entreprise, et la nécessité d'être à l'écoute des nouvelles tendances du marché qui sont aujourd'hui présentes, et puis surtout la nécessité de ne pas rester dans son domaine d'expertise. Et tout l'enjeu aujourd'hui, il est surtout de mettre son expertise qui est dans un domaine au service de groupes projets de l'entreprise, au service de l'écoute du client, au service du business qui est développé. C'est ça qui va être avant tout recherché. On ne recherche pas aujourd'hui un cadre qui va avoir une excellence dans un domaine, mais qui va passer son temps à travailler sur cette excellence, même si cette excellence, alors que cette excellence n'est pas recherchée par le client, ou parce que on est sur une technologie qui n'est pas celle qui est dans la ligne de marche du business de l'entreprise. Donc, cette grande polyvalence demeure une clé pour réussir cette transformation des compétences liées à l'industrie du futur. On peut y arriver finalement qu'en mettant dans une entreprise sur ces sujets-là, qu'en mettant en dialogue les différentes expertises. Et c'est pas l'industrie du futur, c'est pas des compétences nouvelles qui prendraient la place des expertises et des compétences qui sont présentes au sein de l'entreprise. C'est comment surtout on arrive à faire à être le chef d'orchestre de ces différentes compétences pour que tout le monde joue dans le même sens, avec des nouvelles compétences qui viennent s'ajouter aux existantes, un historique qui est revu à l'aune du développement de ces nouvelles technologies. Voilà, je suis disponible si vous avez des questions. Et vous avez le lien, voilà, j'ai vu qu'on avait mis un certain nombre de liens directs vers l'étude, je vous remercie. On avait une petite question tout à l'heure, je vois que Anne-Marie Cocosier a répondu. C'était une question un petit peu sur les nuances qu'on pourrait voir entre l'ingénieur en cobotique et l'ingénieur en robotique en termes de compétences. Est-ce que finalement il y a tant de différences que ça pour la mise en place de solutions cobotiques selon vous? J'ai pas compris, pardon. En fait, on parle maintenant de robots collaboratifs et du coup d'ingénieurs qui sont orientés sur la mise en place, qui ont cette compétence de gérer des installations de cobotique. Oui. Et Monsieur Rudman nous pose la question, finalement, est-ce qu'il y a une différence en termes de métier par rapport au métier de l'ingénieur robotique, qui lui n'avait pas la dimension collaborative? Est-ce qu'il y a-t-il tant d'écart? Il faudrait que je me replonge dans l'étude spécifique qu'on a réalisée sur la cobotique. C'était il y a 2-3 ans, donc c'est un peu loin, puis ça bouge beaucoup. Mais de mémoire, oui, il y avait pas. Effectivement, je suis assez d'accord. Il y avait des nuances. C'est plutôt une nouvelle palette pour l'ingénieur robotique, mais on est dans la même logique, avec quand même pour le coup des implications un peu différentes en termes d'ergonomie et de façon dont on pouvait implémenter ces nouveaux robots au sein des espaces de travail dans les usines, puisque les cobots, c'est des robots en mouvement, hein, et donc ça a modifié quand même assez en profondeur les postes de travail, beaucoup plus que des robots. Et donc il y avait cette dimension ergonomie, et puis façon dont on pouvait avoir une acceptation de la part des opérateurs par rapport à l'arrivée de ces nouvelles machines, qui était peut-être encore plus prononcée que pour l'arrivée des robots, puisque
on transforme encore plus profondément les ateliers avec ces cobots. Et le dialogue homme-machine est encore plus complexe. Oui, tout à fait. Alors, je vous invite à nous poser vos questions si vous en avez à nous adresser en ligne dans la page de questions. On a un commentaire en attendant une prochaine question peut-être plutôt sur l'aspect, vous parliez un peu de la transdisciplinarité et la nécessité d'être polyvalent. Voilà. Certains rappellent que malgré tout, en parallèle, il y a aussi des besoins d'experts très pointus sur des technologies, des briques 4.0 comme la vision ou la cybersécurité. Je pense que c'est pas forcément en opposition à ce que vous disiez tout à l'heure. Non, bien sûr, c'est sur la cybersécurité, effectivement, on a besoin de personnes qui vont avoir une expertise très très pointue. On est typiquement sur un domaine où on va rechercher avant tout des gens qui ont. Alors parfois on va même aller chercher des gens qui viennent effectivement, enfin, qui ont montré des compétences techniques dans certains parcours professionnels un peu étranges, parce que ce qu'on cherche avant tout, c'est vraiment une capacité à casser du code pour pouvoir justement le réparer ou repérer des failles. Alors, mais ce qui est assez étonnant, c'est que justement sur un domaine aussi technique que celui-là, on a fait une étude pour la région Bretagne sur la cybersécurité. Donc, je me suis vraiment penché assez étroitement sur ce sujet, et moi j'avais ce sentiment que on allait être sur un domaine où on allait vraiment rechercher avant tout des experts. Et quand j'ai mis dans la salle des professionnels de la cybersécurité de la région Bretagne, qui est une région d'excellence dans ce domaine, ils m'ont tous parlé de oui, bien sûr qu'on cherche des techniciens, des gens qui sont. Alors, on va avoir besoin dans l'équipe d'un ou deux geeks de chez Geek qui va être dans son coin et qu'on va solliciter pour des missions extrêmement techniques, et il ne va pas bouger de ça. Mais ce qu'on cherche prioritairement, c'est des gens qui vont avoir cette expertise technique. Mais là encore, ils m'ont parlé beaucoup de qualité relationnelle, etc. Pour des raisons assez simples, c'est que j'avais en face de moi beaucoup de gens qui font des prestations d'audit, par exemple, de cybersécurité dans les entreprises, et que quand on envoie un spécialiste de la cybersécurité dans l'entreprise et qu'il repère un certain nombre de problèmes, et qu'ensuite il va devoir parler au board ou au conseil d'administration en leur disant ben voilà, j'ai fait mon audit, je m'aperçois qu'il y a ça va vous coûter X millions. Il faut quand même avoir une capacité d'argumentation, une capacité de dialogue, une capacité de conviction qui sont des compétences purement relationnelles. Et ils mettaient ça également beaucoup en avant. Donc je crois quand même que dans les recrutements aujourd'hui, la compétence purement technique, elle reste à 100% technique. Quelqu'un qui serait uniquement sur son cœur de métier technique, ça peut exister dans des domaines de recherche fondamentale, mais qui est un peu moins les recrutements qui sont suivis par l'APEC au sein des entreprises du secteur privé. Quand on est sur des entreprises du secteur privé, on a quand même très très fréquemment, et quel que soit le domaine, y compris dans le domaine le plus pointu que j'ai pu étudier de près, comme celui de la cybersécurité, on a quand même cette double compétence, cette expertise associée à la capacité, à des capacités relationnelles et de savoir-être qui apparaissent assez nettement. Très bien. Je pense qu'avec cette explication, vous avez en même temps répondu à une autre question que nous posait Anne-Sophie Desjours, qui est enseignante à l'ICAM, qui disait quel sera l'avenir alors des cadres experts pour leur évolution si la recherche est plutôt focusée sur les soft skills. Et effectivement, je pense que c'est du coup le cœur c'est l'importance pour les experts, les cadres experts, de savoir s'approprier ces soft skills pour pouvoir s'adapter dans ce milieu très mouvant. Oui, c'est pas contradictoire à mon sens. Oui. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Bourron, pour cette intervention qui nous a bien éclairé. Et puis, donc on va faire la transition maintenant avec Karine Udry, qui va nous rejoindre. Karine,
Merci Gaëlle, merci beaucoup. Karine va faire la transition avec l'univers pédagogique, puisque derrière tous ces changements de compétences qu'on évoque, il faut bien qu'on puisse s'adapter au niveau des écoles d'ingénieurs. Et donc, je te laisse, Karine, présenter cette partie. Je te remercie, Virginie. Après, je ne sais pas si je peux faire avancer mes slides. Normalement, oui. Normalement, oui. Avec tes flèches. Avec mes flèches. Hop. Non. Alors, je peux le faire pour toi, sinon. Je suis désolée. Très bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, Karine Udry, je travaille au sein de Junia. Alors, je vais peut-être commencer par introduire rapidement ce qu'est Junia, puisque c'est une création toute récente, qui date du 1er octobre. Junia est l'école qui porte les 3 programmes grandes écoles HEI, ISA et ISEN, donc qui offrent 40 domaines de spécialisation à ses élèves, qui interviennent en fait dans tous les grands secteurs d'activité, l'agriculture, l'industrie évidemment, mais également la construction ainsi que les services dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, j'ai retrouvé la main. Donc, je travaille au sein de l'Observatoire des métiers et de l'emploi, dont la mission première, c'est bien évidemment d'améliorer l'adéquation emploi-formation. Et je le mets bien dans cet ordre-là. Souvent, dans la formation, on parle d'adéquation formation-emploi, mais l'Observatoire, sa mission, et c'est bien celle-là. Et comment assurer cette finalité-là? Eh bien, tout simplement en collaborant avec les responsables de formation pour faire évoluer les formations existantes, en travaillant aussi pour la direction des programmes, où là, on réfléchit plus globalement à l'offre de formation. Et puis, en étant support aussi pour des services comme par exemple le Career Center ou les réseaux alumni des diplômes, en apportant de la formation aux élèves pour accompagner la réflexion dans la construction du projet professionnel, ou alors faire des retours aux alumni, notamment sur les enquêtes carrière, et donc là, être plutôt dans le développement carrière. Alors, qu'est-ce que fait concrètement l'Observatoire? Parce qu'il n'y en a pas partout non plus, donc il faut peut-être aussi un peu éclairer sur les activités. L'Observatoire fait de la veille. Alors, de la veille sur, évidemment, complémentaire, on va dire, par rapport à celle des enseignants et des chercheurs. Une veille qui va plutôt s'intéresser justement aux aspects liés à l'évolution des emplois, des métiers, de la transformation des organisations aussi. Donc, je vais m'intéresser à des études comme celle de l'APEC, mais aussi à celles d'autres observatoires dans tous les grands domaines. Et puis, je vais regarder aussi ce qui va se passer, notamment dans des sociétés de conseil et de services RH comme Randstad, Michael Page, pour là aussi trouver des éléments d'information. Un autre type de veille aussi, puisque tout à l'heure j'ai parlé de l'offre de formation, je vais benchmarker un petit peu ce qui se passe ailleurs, puisque l'idée c'est aussi d'accompagner le développement global de la formation. Et donc c'est intéressant aussi de voir comment on peut utiliser nos expertises, mais également aussi comment apporter des formations complémentaires là où il y en a besoin. Donc un observatoire, ça fait des enquêtes, alors des enquêtes statistiques, mais aussi des enquêtes métiers, comme c'est le cas avec l'APEC. Parfois, je vois dans nos jeunes ingénieurs des métiers qui sont pas tous évidemment des nouveaux métiers, mais qui sont un petit peu différents ou dans des environnements un peu différents. Et donc, c'est se rapprocher d'eux, essayer de comprendre un peu mieux ce qu'ils font et de voir si ça peut nous apporter des éléments pour faire évoluer les formations. Et puis des événements aussi peuvent être organisés pour faire se rencontrer les enseignants et les experts avec qui on ne dialogue pas d'habitude, je dirais. Et donc ça peut là aussi nous apporter des éléments. Et puis l'observatoire, ce sont bien évidemment de la rédaction, des notes, on va dire, et des rapports. Et pour
illustrer l'intervention dans le cadre de la question qui était posée tout à l'heure, je rebondis en fait sur l'étude de l'APEC. Il y a eu des commentaires de recruteurs qui disaient que ils avaient du mal à trouver des personnes formées, et on pourrait peut-être se demander s'il n'y avait pas aussi un peu un manque de formation. Je vais répondre en fait à deux niveaux. Je pense qu'il y a effectivement de la création de formation, mais il y a aussi une réponse qui est apportée à travers l'évolution des formations qui sont existantes, avec une attention donc, qui est chez Junia, mais qui je pense est dans beaucoup de formations aussi, d'introduire ces nouvelles technologies et de favoriser la pratique des outils numériques, et donc par cela même de répondre aux besoins en compétences. Alors pour rentrer un petit peu plus concrètement dans notre vécu, je vais illustrer la suite de la présentation avec une conversation que j'ai eue la semaine dernière avec un de mes collègues, donc qui est responsable de formation, qui est en charge du domaine énergie et système électrique en apprentissage. J'avais commencé à rédiger un projet de notes concernant sa formation, et puis je suis venue en discuter avec lui. Et donc dans cette note, il y avait plusieurs études, dont une étude qui est l'étude prospective emploi et compétences de la filière électrique. Alors c'est l'étude la plus non seulement récente, puisque là aussi elle a été présentée au mois de septembre, mais aussi la plus large sur les besoins en compétences et en emploi de la filière. Elle a été menée dans le cadre d'un EDEC, et avec une vision prospective qui bien évidemment nous intéresse pour comprendre et bien tout simplement l'évolution de ces métiers. Et donc avec mon collègue qui s'appelle Arnaud, nous nous sommes intéressés plus particulièrement justement à la question de la transformation des métiers, parce qu'une des conclusions de l'enquête, eh bien c'était celle qu'a évoquée tout à l'heure Gaëlle avec l'APEC, c'est qu'il y a effectivement dans cette filière peu de nouveaux métiers, mais des changements assez importants dans les métiers là qui sont affichés, vous le voyez dans le diagramme. Et donc avec Arnaud, on a choisi de s'intéresser plus particulièrement à celui de chargé d'affaires, qui est un de ces métiers d'entrée dans la vie professionnelle. Donc par rapport à beaucoup de choses qui se sont dites, bien évidemment, on arrive toujours, ou en tout cas très fréquemment, sur la question des compétences numériques. Et effectivement, dans l'enquête, ce qui nous a interpellé, c'est le fait que sur un métier de chargé d'affaires, mais en même temps sur des métiers très spécialisés, très numériques, comme la data, il apparaissait que il était important de faire monter donc ces métiers entre guillemets classiques, mais en même temps ces nouveaux métiers en compétences un peu mixtes. Sachant que là on était sur, pour le chargé d'affaires, donc une base on va dire plutôt électrique, une base métier, mais là aussi eh bien des compétences numériques à faire augmenter, et à l'inverse pour le data analyst, dont lui le cœur de métier bien évidemment il est numérique, eh bien le souhait de le faire monter en compétences mixtes, et donc pour le coup lui en augmentant ses compétences électriques. Et là, à ce moment-là, dans notre dialogue, je vais faire un petit peu un parallèle. Je pense qu'on est arrivé à une phase qui arrive régulièrement dans on va dire la réflexion autour de la conception d'une formation. C'est ce qu'on appelle en fait, c'est parallèle avec l'histoire des gros cailloux. C'est une histoire qui est utilisée en gestion du temps, et qui dit qu'au final, pour bien utiliser son temps, par exemple de formation, arrive un moment où il faut se poser la question de savoir quels sont eh bien les fondamentaux, quelles sont les activités à laquelle on souhaite consacrer le plus de temps, et puis ensuite eh bien de commencer à équilibrer sa formation en commençant par les blocs les plus importants, les fondamentaux de sa formation, et puis après de construire sa formation en ajoutant des blocs un peu moins importants, de forme un peu différente, mais au final d'arriver à concevoir une formation avec
des socles plus ou moins importants selon, on va dire, la coloration qu'on va souhaiter donner à son profil de formation et donc au final aux jeunes qu'on va souhaiter former. Et donc, nous avons échangé avec Arnaud sur l'importance de ces blocs. Alors là, je les ai colorés parce qu'on parle souvent de coloration de formation. On parle de coloration métier aussi. Donc, au final, cette étude, elle nous a donné l'opportunité d'échanger sur justement la place de ces compétences numériques. Alors place là qui est symbolisée par le rectangle vert. Alors ces compétences numériques, elles sont déjà présentes dans la formation, mais là pour le coup, on voit bien que, et notamment c'est ce qui ressort dans l'enquête, il y a le souhait, c'était une des remarques tout à l'heure d'un des recruteurs de l'APEC, il disait qu'il aimerait bien trouver justement peut-être un peu d'IoT, un peu de sécurité. Et donc, l'enquête le fait apparaître aussi. Donc, il parle notamment d'une sensibilisation à l'ensemble des métiers, notamment à la data et la cybersécurité qui sont donc nécessaires. Et là, pour le coup, pour le chargé d'affaires, il était question d'IoT, de BIM, évidemment tout ce qui est smart. Alors, chez Arnaud, c'est plutôt des smart grids, mais bon, là, on parle d'autres types de smart. Et puis, j'ai laissé un peu en dehors du cadre l'intelligence artificielle, alors, qui n'est pas encore estimée comme extrêmement nécessaire, mais bon, qui va pas tarder à rentrer un petit peu dans ce cadre du métier de l'ingénieur d'affaires. Et tout à l'heure, quand je parlais de l'équilibre des gros cailloux, c'est tout simplement qu'à l'heure d'aujourd'hui, le socle de la formation d'Arnaud, eh bien, il est électrique. Là, il va falloir faire de la place, il va falloir voir comment peut-être on peut faire en sorte que on arrive à rendre plus compétents les ingénieurs d'affaires, donc dans cette filière électrique, avec des compétences numériques plus importantes. Et là, moi, en termes d'observatoire, mais Arnaud, bien évidemment, le sait aussi, il y a toujours la nécessité de quand même penser à mettre des compétences qu'on pourrait qualifier de plus métier. Alors, Arnaud ne forme pas que des ingénieurs d'affaires, mais bon, pour des jeunes ingénieurs, il faut quand même un petit peu qu'ils aient des références en termes de réglementation. Et puis, la rédaction d'un appel d'offres, c'est bien aussi d'avoir quand même quelques notions. Donc voilà. Donc, cette étude, elle a servi à enrichir une réflexion qui, bien évidemment, se construit autour de différents apports, mais elle met bien en avant le fait que, et ça se retrouve à différents niveaux, qu'il y a nécessité à ce que les ingénieurs, tout en gardant un cœur de formation, hein, on n'est pas dans de la dilution de formation, mais à ce qu'ils soient en capacité justement d'avoir les moyens de savoir comment, alors non pas concevoir ces nouvelles technologies ou pas concevoir des outils, mais par exemple dans le cadre du métier de chargé d'affaires, d'avoir une compétence suffisante qui lui permette de travailler avec par exemple des composants qui utilisent ces technologies, de pouvoir être en capacité de répondre à une offre et donc de bien comprendre quels pourraient être les apports dans son activité première. Et donc, par rapport à la question qui est de savoir comment les organismes de formation intègrent, répondent, participent à l'évolution, c'est tout simplement en faisant bouger leur équilibre dans leur formation, en introduisant peut-être ce qu'on pourrait appeler un gravier, si je reste dans mon histoire de petits cailloux. Alors le gravier d'Arnaud, ça pourrait peut-être être de dire on pourrait commencer par une conférence de 3 heures. Et là, pour le coup, j'en profite pour saluer Adi Ultima, qui est intervenu il n'y a pas tellement longtemps auprès des ingénieurs Junia pour une conférence justement autour du PLM. Mon collègue aussi pourrait faire très prochainement ce qu'il a déjà expérimenté
il n'y a pas tellement longtemps, en faisant bouger sa maquette et en introduisant 15 heures de TP pour ses élèves, donc avec Revit, puisque le BIM, il est déjà dans la formation. Et puis la réflexion, elle pourrait aller plus loin en se disant que cette part, elle pourrait être plus importante, voire même, elle pourrait donner naissance à la création de nouvelles formations. Tout à l'heure, par rapport à ce qui a été évoqué, il y a dans d'autres formations des domaines de spécialisation qui sont objets connectés, qui sont réalité augmentée, intelligence artificielle, qui sont big data, qui sont cybersécurité. Et donc, peut-être que demain, alors là, je rentre pas du tout dans la stratégie, dans l'évolution de l'offre de formation de Junia, mais demain, on pourrait tout à fait se dire que aller sur ce besoin de mixité de compétences, eh bien, rêvons ou anticipons, je sais pas, on pourrait se dire que finalement, on aurait autant d'électricité qu'autant de numérique. Et voilà, on serait sur une nouvelle formation et peut-être demain, une réponse à un nouveau métier. Je sais pas, j'anticipe peut-être un peu. Mais bon, par rapport à des remarques qui ont été faites tout à l'heure, je voulais juste apporter deux petits ajouts. Souvent, c'est vrai, on parle du fait que les organismes de formation n'anticipent des fois pas. Après, il y a quand même quelque chose qu'il faut intégrer, et ça a été montré dans le cadre de l'étude APEC. On est quand même sur des métiers qui, globalement, sont émergents, qui répondent pas nécessairement à beaucoup d'offres d'emploi. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a quand même cette attention. Et évidemment, en tant qu'observatoire, je devais dire que oui, c'est assez compliqué des fois de concevoir et d'imaginer une formation très très en amont de quelque chose qui finalement se concrétise pas. Donc ça, c'est la première remarque. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au niveau de l'enseignement supérieur, il y a un réel manque de lisibilité de l'offre de formation. Je pense qu'il y a un certain nombre de formations qui existent déjà et qui pourraient offrir des compétences qui seraient en réponse à ces besoins exprimés, mais elles sont pas présentées comme ça. Ce sont des parties de formation, ce sont des composantes de formation, et c'est vrai que là il y a un gros effort de lisibilité. Et puis finalement ça va être 3 remarques et pas 2, mais je fais attention Virginie au temps. Il y a aussi quelque chose qui est qu'en fait, est-ce qu'on parle tant de besoin de jeunes diplômés que plutôt de personnes expérimentées? Parce que c'est pareil, un jeune qui sort de l'école, même avec certaines compétences, il va lui falloir du temps pour pouvoir répondre à certains besoins. Et finalement, il y a besoin de temps parce que non seulement pour qu'un jeune monte en compétences, mais il y a aussi besoin des fois de très très peu de temps pour que des offres de formation elles arrivent chaque année. Quand on regarde les nouveautés dans l'offre de formation, eh bien chaque année, et vous le verrez à la rentrée, ça s'est vu à la rentrée de cette année, mais ça se verra aussi à la rentrée prochaine. Je pense que le monde de la formation forme quand même assez vite et comme l'exemple a montré, assez sensible à ce besoin de nouvelles compétences et à faire monter ces jeunes ingénieurs en compétences. Et là, si j'ai encore 2 minutes, je voudrais juste faire, puisque là, on parle d'un atelier à 360, parler aussi de ce qui se passe en termes de transformation de l'organisation et en termes de transformation métier au cœur de l'enseignement supérieur avec l'exemple de Junia. Donc nous aussi, nous utilisons les technologies, nous aussi, nous utilisons des outils et avec une même finalité qui est au global d'accompagner la montée en compétences des élèves et des enseignants. Et donc je vais rapidement
présenter donc vraiment en quelques mots un projet qui est actuellement développé au sein de Junia. Donc l'observatoire fait partie de la direction de la transformation du digital et il y a un projet donc qui est en cours qui s'appelle Need You, donc nouvelle expérience d'apprentissage et d'enseignement digitalisé. Et ce projet, eh bien, en quelques mots, il a pour objectif, donc en partenariat, hein, bien évidemment, avec le campus des métiers et des qualifications, avec EdTech, avec aussi des fournisseurs de solutions qui utilisent la réalité augmentée et l'intelligence artificielle. Il a pour objet donc de personnaliser des parcours d'apprentissage, d'aider nos élèves à mieux apprendre. Et donc, je vais y terminer rapidement. Comment ce projet va opérer? Eh bien, mes collègues, donc ingénieurs pédagogiques, vont développer une nouvelle méthode d'ingénierie pédagogique agile d'hybridation. Avec les enseignants, elles vont penser et mettre en place des nouvelles modalités d'évaluation. Et donc, bien évidemment, en parallèle à cela, il va y avoir un accompagnement des enseignants aussi pour monter en compétences, mais aussi des étudiants pour justement bien utiliser ces solutions. Et donc, au final, il va y avoir la fourniture des outils pédagogiques et numériques adaptés qui va permettre globalement à notre ensemble, à notre écosystème de formation, eh bien, de mieux travailler en utilisant ces technologies et ces outils. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup, Karine, pour cet éclairage très intéressant. S'il y a des questions. Alors, je regarde. Pour l'instant, je n'ai pas vu de questions apparaître dans l'onglet questions. Alors, je propose qu'on rattrape un petit peu notre retard en donnant la parole à Claude, si ça ne t'embête pas, Karine. Ça n'empêche pas que, évidemment, on refait le point en fin de séance si de nouvelles questions apparaissent. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton éclairage sur cet aspect apprentissage et adaptation, surtout à l'évolution des compétences. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Karine. Oui, il ne faut pas… C'est bon, Claude, on t'entend. Oui, mais on ne me voit pas. Ah oui. Alors. C'est parce que vous perdez en ne me voyant pas. Voilà. Bah oui, c'est ça. Alors, tu es un peu dans l'ombre. Ah, ça y est, la lumière arrive. La lumière soit. Bonjour. Écoute, j'ai combien de temps? Très peu, je Eh bien, suppose. Écoute, tu as 10-15 minutes. Bien, alors ça tombe bien. Tu mets mes transparents ou je les… Vas-y, ils sont affichés, tu peux faire défiler. Alors, je vais… les transparents seront donnés. La présentation dépasse largement les 10-15 minutes telle qu'elle est affichée dans les transparents, mais ça tombe bien d'être placé avec derrière ces deux personnes parce que, en fait, je vais essayer de faire cette présentation en différentiel par rapport à ce qui a été dit, parce que on va retrouver dans la présentation que j'ai fait beaucoup de choses qui ont déjà été dites, et donc je ne vais pas, je vais simplement le signaler. Alors, il s'agit ici, la question qui est posée, c'est une question qui est posée dans l'abstrait, enfin qui est affichée dans l'abstrait. En fait, ce dont je veux parler, c'est d'un travail d'enquête qui a été réalisé dans des conditions très difficiles, puisque c'était celle du Covid-19, sur les enjeux de l'intelligence artificielle dans la région. Mais bon, si on veut se placer par rapport au rapport Villani, vous verrez que je me place par rapport à ce rapport, hein, enfin. Ici, il s'est agi résolument d'un travail factuel. Il s'agissait de savoir où ça en est réellement, sans aucun, en mettant simplement de côté les réflexions plus générales sur l'intelligence artificielle, non pas qu'elles soient inutiles, mais parce que il faut simplement, pour essayer d'avoir un premier flash sur ce qui arrive. Alors, on a mené une étude en plein Covid, donc ça a introduit forcément des biais parce que les études à distance, il y a des logiques vous ne pénétrez pas les mêmes milieux aussi facilement. Nous avons quand même réussi à interroger une soixantaine d'acteurs de l'intelligence artificielle
pour 56 entreprises. Bon, bien évidemment, je vous mets la liste devant, mais de façon à ce que vous n'identifiez pas les personnes, mais que vous voyez l'ensemble. Donc, c'est un premier zoom simplement qui confirme et sur certains points peut infirmer ce qui a été dit. Alors, je vais le dire en deux grandes parties. Les questions que je me pose, c'est comment l'intelligence artificielle est implantée actuellement dans les entreprises de la région. Première partie, RAS. RAS, c'est-à-dire c'est une technologie qui est implantée comme les autres technologies et dans une certaine continuité, et on retrouve des choses qui sont connues, qui ont été dites d'ailleurs, et sur lesquelles il y a peu à dire. Et la deuxième partie, il y a quand même certains signaux faibles qui montrent que on est sur des enjeux non négligeables. Alors, premier point, quel type d'intelligence artificielle on rencontre dans les entreprises aujourd'hui, sachant que notre biais va être centré, va être le biais régional, c'est-à-dire que vous allez voir que c'est très centré sur beaucoup plus les industries du tertiaire, si vous voulez. Alors, premièrement, ce qu'il faut voir, c'est que quand on a, entre guillemets, massivement de l'intelligence artificielle dans les entreprises, et on est dans un stade où le nombre de personnes qu'on a interrogées est significatif d'une première étape qui est enclenchée par un certain type d'entreprise. Donc, c'est légèrement plus important que le chiffre relatif qu'a donné l'APEC. On est dans l'introduction d'un certain nombre de technologies. Je les ai affichées ici simplement à partir d'un visuel pratique. C'est essentiellement des technologies de machine learning. Alors, machine learning, c'est quoi? C'est, allez, on va dire, de l'analyse de données hyper sophistiquées, où on reconnaît les rémanences, et donc où on structure l'information, une information qui est préstructurée, qui est des données, ce qu'on ressent comme données. Le deep learning sera la même chose, mais avec des images. Et comment dire, le renforcement sera la capacité de la machine à apprendre par elle-même, et qui sera simplement cultivée par le logiciel. Et vous voyez ici les types de technologies qui sont implantées. En premier, vous avez du machine learning, vous commencez à avoir du deep learning. C'est donc le premier stade de l'intelligence artificielle, et il faut pas être dupe de ce que ça veut dire. Je vais le résumer après. Ça veut dire d'abord que ce qui apparaît, et attention, ça peut être trompeur, mais ce qui apparaît, c'est quand même un différentiel qu'on a entendu dans l'intervention de l'APEC entre ce qui est la réalité de l'intelligence artificielle, qui est un apport dans les processus, qui est un apport de fonctionnalités nouvelles, mais qui n'apparaît pas comme une substitution radicale au travail humain. Ça, c'est ce qui apparaît. Pour prendre un exemple dans les hôpitaux, l'intelligence artificielle touche d'abord les projets sur la partie administrative, et la partie aide, reconnaissance d'image est encore très peu opérationnelle. Donc, c'est une petite aide aux médecins encore, mais qui n'est pas, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment opérationnelle. Donc, les projets, vous les voyez ici, ils sont un peu il y a une dimension de confidentialité, donc j'ai triché, mais pour redonner l'esprit, voyez quelques exemples. Le codage des pathologies, ça c'est pour la Sécu, c'est donc on soigne pas encore. Une solution de classement d'informations pour les dossiers, l'apprentissage des fraudes, les classifications pour détecter les bons et les mauvais payeurs, la gestion prédictive de stock. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle touche d'abord, semble-t-il, des fonctions de gestion, plus que des fonctions métiers, actuellement.
Deuxième élément et sur lequel il faut réfléchir parce que qui va nous permettre de voir ce qu'on voit actuellement, c'est une répartition très claire des acteurs de l'intelligence artificielle. Là, c'est les acteurs qu'on a interrogés. Où sont-ils? Donc, c'est les fonctions qui sont dénommées intelligence artificielle dans l'entreprise. Vous en avez les 3/4, c'est des grandes entreprises. Et 1/4, c'est les startups. Et le trou, c'est les PME, les entreprises plus petites. C'est tout à fait logique, mais il faut savoir que les grandes entreprises américaines ont profité de la crise de la Covid pour attaquer les PME sur des processus d'informatisation. Donc ici, un slide très rapide, parce que ça a déjà été dit, le mode d'implantation de l'intelligence artificielle actuellement est un mode connu, classique, qu'on retrouve dans l'industrie 4.0, le mode d'implantation, c'est-à-dire ce sont des projets avec des logiques d'assistance maîtrise d'ouvrage assez classiques. Donc, et les acteurs de l'intelligence artificielle sont surtout en assistance maîtrise d'ouvrage et ont encore peu de visibilité. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a peu de visibilité sur les changements des métiers. Les acteurs qui sont sur le terrain ont peu de visibilité. D'un autre côté, on a quelques startups dans la région qui apparaissent quand même sur des endroits de niche. Bon, je ne vais pas pouvoir les détailler tous, mais vous avez par exemple Paperwork qui vous permet, grâce de collecter, de mettre en forme les informations que vous avez sur les clients, où vous avez Psyche Research qui cherche à introduire des analyses de processus qualité. Donc, vous voyez, ce sont des startups de niche et vous verrez que elles ont cette caractéristique d'être finalement assez peu régionales. Bien, troisièmement, et ça c'est un point important, les acteurs que l'on interroge, c'est-à-dire les acteurs qui sont capables de parler de l'IA dans les entreprises, sont d'abord les professionnels, c'est-à-dire globalement des gens qui sont en assistance maîtrise d'ouvrage ou alors dans des sociétés de consulting qui implantent des outils d'intelligence artificielle. Donc ça veut dire, ça peut donner une vision un peu déformée. Voilà ce que c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Bon, par exemple, dans les grandes entreprises que vous connaissez tous, vous aurez une équipe qui est dédiée en fonctionnel dans les grands groupes et dont la mission est d'implanter des projets au départ expérimentaux utilisant l'intelligence artificielle. Donc, le panorama qui se dégage de ça, c'est deux choses. C'est premièrement que l'intelligence artificielle se développe dans les entreprises, mais ses effets par rapport à ce qui est dit semblent être relativement modérés et ne pas impacter fortement le travail et les usages, ce qui est notre souci et qui était le souci qui est derrière. Alors, personnellement, et c'est moi qui le pense, je mets un bémol en mettant la courbe du hype de Gartner, c'est celle de 2019. Alors, vous ne pouvez pas tout voir, mais j'ai dit les deux points sensibles. Si on prend cette courbe du hype pour la réalité, ça veut dire que le processus d'intelligence artificielle est dans la courbe de décroissance. Vous l'avez connu que la voiture autonome, il y a des entreprises qui relativisent comme Peugeot ou qui abandonnent. Mais ces passages de déception sont aussi les passages qui reflètent en fait ce qui se passe dans l'implantation, où se constituent les savoir-faire. Et par rapport à ça, on peut voir des signaux faibles qui laisseraient entendre certaines choses. Premièrement, alors, je passe ce stade-là, il y a des spécificités dans l'intelligence artificielle et sur lesquelles il y a des risques forts pour les industries de la région.
Premièrement, il y a un révélateur. Si vous posez la question aux acteurs de la problématique financière, finalement, est-ce que la problématique financière est un point dur dans l'intelligence artificielle, vous avez des réponses qui sont à 75% positives. Ça veut dire, il faut décoder là, ça veut dire que le coût de l'intelligence artificielle n'est pas un véritable obstacle, au moins dans les grandes entreprises, n'est pas un obstacle rédhibitoire, bien sûr que c'est un obstacle, mais ça veut dire que les projets d'intelligence artificielle rencontrent des obstacles qui sont différents. Le premier obstacle perçu, et ça c'est très important, parce que c'est là que les choses se jouent. Le premier obstacle perçu, c'est l'accès aux données. La première difficulté que disent pratiquement tous les acteurs, c'est soit les données ne sont pas assez structurées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de données, c'est dans certains cas des processus industriels, soit c'est des données pas assez souvent accumulées, ça c'est les processus médicaux, donc ça bougera avec le temps, soit c'est des données où il y a peu de mutualisation à cause de la loi, à cause des comportements des acteurs. Et un des enjeux des projets d'intelligence artificielle, c'est de dépasser cette difficulté. Alors là, on rentre dans des problèmes, quand on est du point de vue de l'entreprise, à la fois de management et à la fois de coopération. Les données dont on parle, ça peut être les données dont on a vu le cas de Colliweb ce matin. Colliweb, c'est une problématique qui est propre à quasiment toutes les entreprises de retail. La question est d'avoir l'accès aux données, un accès aux données massif. Il y a un enjeu de ce point de vue-là et c'est un vrai frein pour les projets. Le deuxième frein, alors, ce sont les compétences. Et dans les compétences, il faut voir deux choses. La première chose que l'on voit actuellement, ce sont des professionnels. L'IA, c'est d'abord des professionnels de l'IA. Et c'est quoi un professionnel de l'IA? C'est un jeune. Classique, c'est l'alter ego des gens que vous retrouvez à Euratech, ou même, il était hier, chez Karim Udry, où il était à l'université, il débarque et il a une compétence quasiment assez rapidement opératoire. Et dans là-dessus, ce que l'on observe, c'est quand même une certaine évolution. Alors là-dessus, je vois une évolution qui me semble importante, au moins dans les compétences des gens de l'IA, c'est une polarisation sur la donnée et une sorte de hiérarchisation qui est l'inverse de ce qu'on avait vu dans les années précédentes. Savoir que les compétences fondamentales, quasiment dites théoriques d'écoles d'ingénieurs, comme les maths, les stats, reprennent le dessus par rapport à l'informatique. C'est très clair, c'est les data analysts, c'est des économétriciens. On a des économétriciens qui vont dans les entreprises et qui occupent les fonctions les plus importantes. Donc, ce point est perçu par tous les acteurs comme des enjeux déterminants. Le deuxième point qui est perçu par les acteurs, et une preuve d'abord que c'est perçu comme un enjeu déterminant, c'est l'existence de fortes formations en interne. Et beaucoup d'entreprises, 36% organisent des formations, c'est significatif. Deuxième point que l'on voit, là je le dis en voix off parce que je ne peux pas parler à la place d'un certain nombre d'acteurs, on perçoit des problématiques de changement de métier en signaux faibles, mais dans les métiers fonctionnels ou de gestion. Il y a finalement, quand vous prenez les bons métiers de gestion, au sens très large, que ce soit le gestionnaire pur ou que ce soit dans des métiers de type administratif, vous avez effectivement des profonds changements qui peuvent se mettre en œuvre
beaucoup plus que dans l'industrie. C'est pour ça que je partage l'opinion de l'APEC sur les changements produits par l'intelligence artificielle dans l'industrie. Ils ne seront pas massifs. Par contre, ils risquent d'être massifs dans ces domaines-là. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est ce phénomène-là. C'est que dans tous les endroits qu'on a vus, les projets qui se mettent en œuvre, c'est intuitif, mais ce sont des projets qui, tous, systématiquement, font appel à des coopérations. Par les entreprises, des coopérations, mais avec qui? Et voilà, vous voyez ici, on a ce logiciel. Alors, le point qui est le plus difficile, c'est avec qui vous collaborez. Alors, vous collaborez avec des universitaires. Dans la première, vous collaborez. La troisième, la plus faible, c'est collaborer avec les réseaux. Et après, c'est collaborer avec des entreprises extérieures, surtout des boîtes de consulting. Ça veut dire que vous avez une très faible logique professionnelle d'échange de savoir-faire. Très peu de collaboration en réseau. Bien. Et derrière, c'est avec qui vous collaborez. Est-ce que vous collaborez avec la région ou est-ce que vous collaborez avec des entreprises au niveau national? Est-ce que vous collaborez avec des laboratoires R&D de la région? Là encore, on a des faibles réponses de collaboration avec la région. C'est tout aussi sensible ici. Quand on localise les coopérations. Logiquement, les coopérations, ça suit une hiérarchie. On collabore d'abord avec les entreprises de la région, ne serait-ce que parce qu'on a tous les antennes des grandes sociétés de consulting. On a l'université et puis on a des antennes de grandes entreprises. En fait, vous voyez, le régional, national, quasiment même international, c'est au même niveau. Ça veut dire que le niveau de coopération de la région est assez faible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça? Et bizarrement, j'aime pas du tout le personnage, je veux vous le dire, mais je dois dire que les recommandations qu'a fait Villani me semblent confirmer. Ce que l'on voit actuellement, pour le dire vite, confirme un risque, à savoir que ce sont le modèle d'implantation de l'intelligence artificielle, c'est quand même des grandes entreprises qui s'appuient essentiellement sur des partenariats avec les grandes entreprises internationales, bon, vous savez de qui je parle, et relativement peu avec les entreprises de la région. Alors, dernier point, où en est la région? Alors, par contre, ce que l'on remarque, et ça c'est important, c'est qu'il y a beaucoup de formations. Je valide ce que dit Karine Udry, il y a une capacité d'adaptation des formations. Bon, il faut être très clair, le réseau français est un réseau qui est haut niveau dans ce domaine-là, et cela tient pour beaucoup à la capacité des écoles d'ingénieurs à s'adapter. On retrouve énormément, on a retrouvé beaucoup d'acteurs déjà formés dans des formations, que ce soit Centrale, que ce soit Epitech ou que ce soit l'université. Vous avez une offre de formation non négligeable. Vous avez en plus une certaine type de recherche. Alors, on chiffre, voilà, bien évidemment, 400 experts intelligence artificielle en Hauts-de-France contre 250 sur le Grand Est, avec Strasbourg, avec Nancy, avec quand même des villes non négligeables. On est plus proportionnellement au nombre d'habitants d'experts IA que sur le territoire national. Donc, vous avez une offre assez significative qui correspond dans un premier temps aux besoins, mais vous avez très peu d'effets écosystème, avec peu de mutualisation des données, ce qui fait que si on peut dire que dans les entreprises, les savoir-faire sont en train de se construire,
si très probablement ça va toucher un certain nombre de métiers du tertiaire, bon, on a vu des signaux faibles, disons, là-dessus, les coopérations ne se font pas au niveau local, alors que logiquement, elles ne peuvent pas ne pas se faire sur les questions d'usage et de partage des données. Voilà. Alors, bien évidemment, j'ai forcé le trait parce que c'est pour avoir une étude qualitative. Il n'y a aucune prétention à la pertinence statistique des résultats. C'est pas possible vu le type d'acteur qu'on interroge, hein, mais ça donne une indication sur de la situation de la région. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre ou si j'étais complètement... Très, très clair, très intéressant. Et puis, ça nous renvoie aussi à tout ce qui a été partagé dans l'atelier 2, où on parlait justement de l'écosystème régional et de l'importance de l'activation de l'écosystème pour la performance de l'innovation. Donc, ça fait tout à fait écho à ce qui a été présenté. Alors, on va regarder, on a quelques questions qui sont arrivées. Alors, une question qui a été en partie répondue dans l'intervalle par Anne-Marie, mais je te la partage quand même. Est-ce que l'on ne fait pas une erreur quand on parle d'IA alors que 99% du sujet concerne le traitement de données? Oui, bien sûr, mais bon, oui. Mais tout est dans le niveau de complexité de ce traitement de données, j'imagine. Oui, on peut faire une idée. Non, mais la question c'est, est-ce que quand on met le mot IA, qui est un mot qui a gagné la guerre des mots, c'est le mot qu'on emploie, bon, est-ce que ça désigne une réalité véritablement un vrai problème ou pas? Et moi, je pense que oui. C'est-à-dire que ça désigne le fait que les données deviennent un objet autonome, très bien, dans l'activité professionnelle, et le travail des données devient un objet autonome avec des technologies adaptées. Alors, ce serait sans doute plus parlant effectivement de dire travail des données, mais l'IA a au moins ce mot-là derrière ça, c'est de dire attention, va y avoir attention, c'est un objet. Et comme toute mutation technologique, il y a des risques. Il y a des risques de déclassement. Là, ce dont je vous parle, c'est effectivement un risque de déclassement, hein, pour le dire vite. Hein. Il y a des risques et il y a des transformations associées. Alors maintenant, quand on dit IA ou données ou IA plus IoT, l'important quand même, c'est le message qui est derrière. Et le message, c'est que c'est quelque chose d'important. Voilà, voilà. C'est bien, c'est clair. Merci beaucoup, Claude. Écoute, merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, on espère en tout cas que ce type d'initiative, le fait de faire rencontrer aussi justement tous les acteurs de l'écosystème régional dans ce type de rencontre permettra justement de réactiver ou de décupler les collaborations. Moi j'aurais aimé interroger les acteurs. Bon, il est tard et les gens commencent à partir, mais j'aurais aimé interroger les acteurs sur la réalité, enfin sur ce qui est dit, c'est-à-dire est-ce qu'ils réagissent à ça, est-ce qu'ils le ressentent ou est-ce qu'ils le ressentent pas. Évidemment, pas maintenant, pas tout de suite, mais il serait intéressant d'avoir des réactions à froid. Très bien. Oui, tout à fait. On va voir si on peut l'intégrer dans les avis qui vous seront demandés, à l'ensemble des auditeurs sur la perception de cette journée. On peut peut-être rajouter des questions plus spécifiques sur ton intervention, Claude.
Loïc, je vais te laisser la main pour conclure. J'ai pas pris le temps de me présenter au démarrage, mais donc Virginie Noireau, je prends juste une minute pour me représenter. Donc je travaille aussi pour Junia comme Karine et j'ai le rôle de déployer un démonstrateur sur l'usine du futur, entre autres. Et donc vous avez dans le stand la présentation de ce démonstrateur, donc je vous invite à le voir pour voir comment on peut aussi collaborer avec les industriels, le secteur de la recherche et nos étudiants sur cette thématique industrie du futur. Voilà, Louis, je te laisse la main. Merci Virginie. Alors, moi, je suis l'animateur 2, c'est-à-dire, en fait, je m'appelle Loïc Aubray et je travaille à l'Université catholique de Lille dans un établissement qui est le l'ICL, les facultés, donc dans une direction qui s'appelle Direction générale du développement et de la stratégie. Et donc, j'ai contribué à la mise en place d'une petite communauté au sein de l'université qui travaille sur ces questions d'industrie du futur et qui rassemble des enseignants-chercheurs de Junia, de l'ICAM et de l'ICL. Alors, merci beaucoup pour cette journée. Merci à tous les intervenants, aux intervenants de séances de ce matin et de cet après-midi. C'était vraiment un contenu très riche avec des approches qui étaient très étendu, d'où le titre une vision 360 pour l'industrie du futur. Je pense que c'est vraiment un titre qui renvoie à une réalité de cette transformation de l'industrie. Donc merci pour les intervenants, merci pour tous mes collègues de l'université qui ont participé à l'organisation de cette journée. Merci à la région Hauts-de-France qui nous accompagne, y compris financièrement, et merci aussi à HD FID qui a relevé le défi d'organiser ces rencontres régionales de recherche et d'innovation dans ce contexte de crise sanitaire et donc en maintenant tous les événements ou la quasi-totalité des événements dans cette formule à distance sous le format webinaire. Donc vous aurez un replay, je pense un lien vous sera envoyé dès ce soir ou demain pour donc un replay de l'ensemble de la journée. Alors c'est un peu long, vous pourrez aller vers les parties de la journée qui vous intéressent et on me dit que donc il y aura aussi donc un résumé suite à un montage d'extraits de cette journée. Là, vous aurez aussi les informations en temps et en heure sur ce sujet. Vous recevrez à la fin des RRI une enquête de satisfaction. Et donc, évidemment, très intéressé par votre retour, à la fois sur le contenu des ateliers et puis aussi sur le salon virtuel, puisque c'était aussi un essai. Donc, ça vous a permis, je pense, de réseauter, pas exactement de la même façon qu'on aurait pu le faire si on avait été réunis physiquement. Mais donc, on a proposé cette solution alternative pour que vous puissiez quand même rencontrer donc des entreprises et des structures d'appui en dehors des temps d'atelier. Dernier point, trois événements à venir sont tagués Industrie du futur dans le cadre de ces RRI. Un prochain qui est le 30 novembre après-midi sur le biomimétisme. Et donc, nous sommes aussi à l'Université catholique de Lille associés à l'organisation de cet événement, donc en relation avec le CBIOS, qui est un centre qui est expert sur le sujet, qui est dans la région, qui est à 110. Le même jour, en fin d'après-midi, un événement qui s'appelle GENIA 2020, donc on est sur ces questions d'intelligence artificielle. C'est organisé par Génération IA. Et puis, le 2 décembre, les REF 3 Energy Day, donc c'est un événement qui est organisé régulièrement et qui permet à des jeunes chercheurs de pitcher sur leur projet donc sur des questions qui relèvent de la dynamique REF 3. Voilà. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur le replay et puis sur le résumé qui vous sera là, on vous enverra des informations lorsqu'il sera fait. Et puis donc on attend aussi vos retours via l'enquête de satisfaction. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.